Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un exercice sur les vecteurs de l'annale de bac Centre étranger 2017. Je vous laisse mettre pause pour essayer de faire cet exercice et on corrige ensemble. Alors, l'espace est muni d'un repère orthonormé, OIJK. On considère deux droites D1 et D2 définies par les représentations paramétriques de D1 et D2, donc qui sont ici. On admet que les droites D1 et D2 sont non coplanaires. Le but de cet exercice est de déterminer si il existe une troisième droite delta qui soit à la fois séquente à la droite D1 et à la droite D2 et orthogonale aussi à ces deux droites. Première question, vérifier que le point A 2, 3, 0 appartient à la droite D1. Donc là, il fallait utiliser le système d'équations paramétriques que l'on avait pour D1. Et on remplace du coup x, y et z par 2, 3 et 0. Et on regarde si sur chaque ligne de notre système, on trouve du coup la même valeur pour t. On avait donc 2 égale 2 plus t, 3 égale 3 moins t et 0 égale t. Donc à chaque fois, on trouve bien que t est égal à 0. On conclut donc qu'il existe bien un t appartenant à R pour lequel on retrouve les coordonnées de A. Donc A vérifie bien notre représentation paramétrique de la droite D1 et du coup A appartient à D1. Donc pour la question 2, donner un vecteur directeur U1 de la droite D1 et un vecteur directeur U2 de la droite D2. Les droites D1 et D2 sont-elles parallèles? Donc là, il suffisait de lire du coup sur les représentations paramétriques les vecteurs directeurs de D1 et D2. Donc pour D1, les coefficients devant les t étaient 1, moins 1, 1. Et pour D2, les coefficients devant les t' étaient 2, 1, 0. Donc on trouve comme vecteur directeur 1, moins 1, 1 pour D1, 2, 1, 0 pour D2. Et la question était de vérifier si les droites étaient parallèles. Donc deux droites sont parallèles si leur vecteur directeur sont collinaires. Il faut donc vérifier si U1 et U2 sont collinaires. Et pour cela, il suffit de regarder si les coordonnées sont proportionnelles. On voit que pour passer de 1 à 2, on multiplie par 2. Pour passer de moins 1 à 1, on multiplie par moins 1. On n'a donc pas le même coefficient d'une ligne à l'autre, donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Et donc les droites ne sont pas parallèles. Question 3, vérifier que le vecteur V1, 2, 3 est orthogonal au vecteur U1 et U2. Donc on sait que deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. On va donc calculer le produit scalaire de V et U1, puis de V et U2. Pour V scalaire U1, on trouve du coup 1 fois 1 plus moins 2 fois moins 1 plus moins 3 fois 1. Je rappelle, du coup, pour le produit scalaire, on fait la première coordonnée du premier vecteur fois la première coordonnée du deuxième vecteur, donc x, x', plus ensuite y, y', et plus z, z'. Et donc là, on trouve bien 0. On réitère l'opération avec v scalaire u2. Donc là, on fait 2 fois 1 plus 1 fois moins 2 plus 0 fois moins 3. Et on trouve encore une fois 0. Donc comme les produits scalaires sont nuls, les vecteurs v et u1 sont bien orthogonaux. Et de même pour les vecteurs v et u2. Donc soit P, le plan passant par le point A, est dirigé par les vecteurs u1 et v. On étudie dans cette question l'intersection de la droite D2 et du plan P. Montrer qu'une équation cartésienne du plan P est 5x plus 4y moins z moins 22 qui est égal à 0. Alors pour donner une équation cartésienne d'un plan, il nous faut tout d'abord un vecteur normal. Effectivement, pour les équations cartésiennes, on va utiliser les vecteurs normaux à notre objet. Donc si c'est une équation cartésienne d'une droite, on cherche les vecteurs normaux à notre droite. Ici c'est l'équation cartésienne d'un plan, on cherche donc le vecteur normal à notre plan. Et donc un vecteur est normal à un plan s'il est orthogonal à deux vecteurs directeurs de notre plan. C'est-à-dire s'il est orthogonal à deux vecteurs du plan qui ne sont pas collinaires, donc ils forment en fait une base de notre plan. Donc nous avons comme base de notre plan ici U1 et V. Et donc on va chercher les coordonnées ABC de notre vecteur normal à notre plan en écrivant comme quoi l'égalité des produits scalaires entre n et U1 et n et V doit être égale à 0. On se retrouve donc avec le système d'équations suivant, donc A moins 2B moins 3C qui est égal à 0. Effectivement, donc si je fais n scalaire V, je trouve bien A fois 1 plus B fois moins 2 plus C fois moins 3. Et ensuite, en deuxième ligne de notre système, on a A moins B plus C qui est égal à 0. Effectivement, on a A fois 1 plus B fois moins 1 plus C fois 1 qui est égal à 0. On va résoudre nos équations. Je peux écrire que A est égal à B moins C, et donc je remplace A dans la ligne du haut par B moins C. En simplifiant, je trouve que B est égal à moins 4C. En simplifiant, on trouve que l'on a moins B moins 4C qui est égal à 0. Donc moins B est égal à plus 4C, donc autrement dit B est égal à moins 4C. Et donc du coup je vais remplacer notre B de la deuxième ligne par moins 4C.
Donc finalement, je trouve les conditions qu'il me faut pour trouver un vecteur normal, à savoir que b doit être égal à moins 4c et a doit être égal à moins 5c. Je peux donc poser que c est égal à moins 1 et je trouverai un des vecteurs normaux à mon plan. Comme a est égal à moins 5c, je vais avoir ici la première coordonnée qui est égale à 5. Comme b est égal à moins 4c, je vais trouver ici que b est égal à 4. Et enfin, j'avais posé que c était égal à moins 1. Bien sûr, ce vecteur est un des vecteurs normaux à mon plan. Il en existe une infinité et en fait, on peut prendre n'importe quelle valeur pour c et trouver comme ça plein d'autres vecteurs normaux à mon plan P. Donc j'ai fait le choix moi de poser c est égal à moins 1 parce que comme ça, je vais directement en fait retomber sur l'équation cartésienne que nous avions ici. Dans les sujets bac, vous êtes vraiment très aidés et donc toute cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de la faire si vous n'êtes pas à l'aise. En effet, vous pouviez simplement prendre le vecteur 5, 4, moins 1 qu'on lit ici sur l'équation cartésienne, vérifier que ce vecteur était bien normal à U1 et à V, puis ensuite l'utiliser pour du coup l'équation cartésienne. Je préfère quand même vous montrer cette solution parce qu'au moins elle est générale et elle fonctionnera toujours même si on ne vous donne pas l'équation cartésienne du plan. Et comme ça, vous savez exactement d'où ça provient. Alors pour continuer, pareil, deux solutions. Donc première solution, bien vous utilisez la formule qui dit que les coordonnées du vecteur normal sont en fait les coefficients qu'il y a devant les x, y, z de nos équations cartésiennes. Ou alors, on va essayer de retrouver comment se forme l'équation cartésienne par nous-mêmes. Donc je préfère du coup la deuxième méthode. Donc pour continuer, nous allons prendre un point M de coordonnées x, y, z qui appartient du coup à notre plan. On sait aussi que le point A appartient à notre plan, donc on déduit que le vecteur AM est un vecteur directeur de notre plan. Si AM est un vecteur directeur de notre plan, ça veut dire qu'il est orthogonal au vecteur n, et donc leur produit scalaire sera égal à 0. On obtient alors que 5 facteurs de x-2 plus 4 facteurs de y-3 moins 1 facteur de z est égal à 0. On développe ce que l'on peut développer, on a alors 5x moins 10 plus 4y moins 12 moins z qui est égal à 0. Et finalement, on retrouve l'équation de P, 5x plus 4y moins z moins 22 qui vaut 0. Si jamais vous avez pris un autre vecteur normal à notre plan, il suffit de multiplier ou diviser toute l'équation et de retomber sur celle-ci. Par exemple, si vous avez comme équation 10x plus 8x moins 2z moins 44, on divise tout par 2 et on retombe en fait sur la bonne équation. Voilà tout pour cette question 4 petit a. La question B, donc montrer que la droite D2 coupe le plan P au point B 3, 3, 5. Donc pour ça, il fallait simplement montrer que le point B appartient aussi bien au plan P qu'à la droite D2. Et effectivement, l'intersection entre deux ensembles ou entre deux objets sont tous les éléments qui appartiennent aussi bien au premier ensemble ou au premier objet qu'au deuxième. Donc ici, il faut vérifier que B appartient aussi bien à P qu'à D2. Donc on va d'abord vérifier que les coordonnées de B vérifient l'équation cartésienne du plan. Donc nous faisons 5 fois 3 plus 4 fois 3 moins 5 moins 22. Donc on remplace les x, y et z par 3, 3, 5. Et on vérifie qu'on trouve bien 0. C'est bien le cas ici. Donc B appartient déjà au plan. Maintenant, on va vérifier qu'il existe bien un T' qui nous permet de retomber sur les coordonnées de B grâce à la représentation paramétrique de D2. Autrement dit, on résout ce système 3 égale moins 5 plus 2t', 3 égale moins 1 plus t' et 5 égale 5. Donc déjà on est rassuré, la dernière ligne est possible. On a bien donc du coup pour tous les points qui appartiennent à D2, leur z qui vaut 5, c'est bien le cas pour B. Donc ça pour le coup ça fonctionne. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à vérifier les deux premières lignes et voir si le t' que l'on va trouver sera le même sur la première et sur la deuxième ligne. Donc dans les deux cas du coup on trouvera que t' est égal à 4. En effet, ici du coup, on a 2t' qui est égal à 8, 3 plus 5, 8, et donc du coup, on va faire 8 divisé par 2 pour trouver uniquement t', donc ça nous donnera bien 4, et ici t' est égal à 3 plus 1 qui nous donne aussi 4. On conclut donc qu'il y a bien un t' qui appartient à R qui existe, qui nous permet de retrouver les coordonnées de B avec le système d'équations paramétriques de D2. Donc B appartient aussi à D2. Donc on conclut que B appartient bien à P, il appartient aussi à D2, et je précise que D2 n'est pas inclus dans P, vu que le vecteur directeur de D2 est orthogonal à un vecteur directeur de P. Donc il n'y a bien qu'un seul point d'intersection entre P et D2, et ce point est bien le point B. Nous pouvons utiliser une deuxième méthode qui est plus générale et plus rigoureuse, je trouve, qui consiste à trouver nous-mêmes les coordonnées de B.
Donc on prend donc un point B dont on ne connaît pas encore les coordonnées, qui serait l'intersection de P et de D2. On sait que ces coordonnées vérifient les équations du plan et de la droite. À ce moment-là, en fait, il nous faut trouver un T' qui nous permette d'obtenir des coordonnées x, y, z qui vérifient l'équation de notre plan. On va donc injecter les différentes expressions de x, y et z dans l'équation de P, de sorte à n'avoir plus qu'une seule inconnue qui sera T'. On résout maintenant l'équation, donc on va d'abord développer et réduire. On trouve donc moins 25 plus 10T', moins 4 plus 4T', moins 5 moins 22 qui est égal à 0. On effectue les calculs que l'on peut effectuer. On a alors 10T' moins 4 plus 4T' moins 52 qui est égal à 0. On se retrouve alors avec 14T' moins 56 qui est égal à 0. Et finalement, T' est égal à 56 sur 14, autrement dit à 4. Maintenant, on n'a plus qu'à récupérer ce paramètre T' que l'on a trouvé, qui est donc 4, et on réinjecte ce paramètre-là dans le système d'équations de D2. On trouve alors donc moins 5 plus 2 fois 4, moins 1 plus 4 et 5, ce qui nous donne 3, 3, 5. On retombe bien du coup sur les coordonnées de B que l'on nous avait données. Question 5, on considère maintenant la droite delta dirigée par le vecteur V et passant par le point B, 3, 3, 5. Donnez une représentation paramétrique de cette droite delta. Bon là, rien de plus simple, on a le vecteur directeur, on a un point, et il nous suffit du coup de nommer un paramètre qu'on va appeler par exemple K qui appartient à R. On a donc notre point au début, donc 3, 3, 5, et on ajoute K fois notre vecteur directeur. Ça nous donne x égale 3 plus K, effectivement ici on a 1 fois K, y est égal à 3 moins 2K, effectivement c'est moins 2 la deuxième coordonnée du vecteur directeur, et z est égal à 5 moins 3K. Et question B, les droites D1 et delta sont-elles séquentes? Justifiez la réponse. Donc deux droites sont séquentes si elles ont un seul point d'intersection, effectivement, ou bien l'intersection entre deux droites est soit vide, soit composée d'un seul point, soit d'une infinité de points. Dans le cas où elles sont vides, c'est qu'elles ne se croisent jamais, par exemple les droites parallèles. Quand leur intersection n'a qu'un seul élément, donc un point, c'est qu'elles sont juste séquentes. Et quand leur intersection comporte une infinité de points, à ce moment-là, c'est qu'elles sont confondues. Donc en fait, ce sont les mêmes droites. Ici, du coup, on veut un point d'intersection vu qu'on parle de droite séquente, et donc on doit vérifier qu'il n'existe bien qu'un seul point qui vérifie à la fois l'équation de D1 et l'équation de delta. Donc pour rappel, on avait les systèmes d'équations suivants pour delta et pour D1. On va donc à partir de ça écrire un troisième système d'équations qui reprendra donc 3 plus k qui sera égal à 2 plus t, 3 moins 2k qui sera égal à 3 moins t, 5 moins 3k qui sera égal à t, et le but sera de trouver du coup qu'une seule valeur pour k et pour t, qui nous permettent d'avoir un point qui appartienne aussi bien à delta qu'à D1. Voilà donc le système que je viens de vous citer. On va donc écrire t en fonction de k, donc t c'est égal à 5 moins 3k, et on va remplacer ceci dans les autres lignes. Donc après il y a plein d'autres façons de faire un système, moi j'ai choisi celle-ci, mais si vous avez fait autrement il n'y a pas de souci. Finalement, on se retrouve avec moins 4 qui est égal à moins 4k, 5 qui est égal à 5k, et t qui est égal du coup à 5 moins 3k. On obtient sur la ligne 1 et la ligne 2 un k qui est égal à 1, donc ça ok, c'est cohérent, on n'a qu'une seule valeur pour k, c'est parfait. Et maintenant, on a juste à remplacer notre k ici par 1, 5 moins 3, ça nous donne bien 2. On a donc le paramètre k pour la droite delta qui sera égal à 1, le paramètre t pour la droite D1 qui sera égal à 2. J'effectue par précaution les calculs avec le système d'équations de delta et celui de D1, et dans chaque cas je trouve 4, 1, 2, ce qui signifie que les droites sont bien séquentes en ce point que j'ai appelé I, qui a pour coordonnées 4, 1 et 2. Et pour la dernière question, expliquez pourquoi la droite delta répond au problème posé. Ici, il fallait simplement réutiliser toutes les informations qu'on avait déjà démontrées auparavant. D'une part, la question 5b, on avait démontré du coup que delta et D1 étaient séquentes en I. On déduit aussi des questions 4b et 5 que B appartient à D2, mais que B appartient aussi à delta. Donc en fait, D2 et delta sont séquentes en B. Je vous ai remis ici du coup les systèmes d'équations des droites delta, D1 et D2. On savait déjà du coup que U1 était le vecteur directeur de D1, U2 le vecteur directeur de D2. Et V, on se rend compte que c'est le vecteur directeur de delta. Et on avait déjà calculé les produits scalaires de V et U1, et V et U2, qui étaient tous les deux égales à 0. Donc c'est facile de conclure, on conclut que delta et D1 sont bien séquentes et orthogonales, et que delta et D2 sont bien aussi séquentes et orthogonales, donc delta répond bien au problème posé. Voilà tout pour cet exercice bac sur les vecteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et on se retrouve très vite pour un prochain objectif bac.